Bonjour à tous, bonjour amis de Blois. On laisse rentrer les derniers auditeurs. Merci beaucoup, bienvenue. Vous allez réchauffer la salle puisque vous êtes les premiers à inaugurer notre Barnum, maintenant presque antique, notre Barnum des rendez-vous de l'histoire. En tout cas, la bienvenue pour cette édition vraiment extraordinaire où les sciences dures rencontrent et vont rencontrer pendant plusieurs jours les sciences humaines, comme on dit, comme le dit la formule consacrée. Et finalement, aujourd'hui, en recevant une nouvelle fois François-Xavier Fauvel pour À la recherche du sauvage idéal au seuil, on n'est pas si loin que cela des préoccupations scientifiques. On en reparlera tout à l'heure. Alors, François-Xavier Fauvel, on vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté une nouvelle fois l'invitation des rendez-vous de l'histoire. Et on est très très heureux, après ce magnifique rhinocéros d'or, Histoire au pluriel du Moyen-Âge africain, publié en 2013, et qui avait obtenu le Grand Prix des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et c'était vraiment un très très grand livre, si rare pour nous de lire l'histoire médiévale, moderne, voire presque contemporaine de l'Afrique dans un cursus ou un corpus universitaire où c'est vrai, on est plutôt recentré ou franco-centré. Et vraiment, à chaque fois que je vois vos livres passer, j'y plonge quelques heures dedans. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse et vous êtes entre Toulouse, l'Afrique, les États-Unis, enfin le monde entier. Vous êtes en connexion, on va dire, avec le monde entier, surtout avec les archives, le Maroc, l'Afrique du Nord en général. Et votre précédent livre, Rhinocéros d'or, le Rhinocéros d'or, m'avait laissé un très grand souvenir, tant était grande la rigueur de l'enquête, la qualité de l'écriture, et puis surtout la qualité de l'enquête. On pouvait prendre le livre par n'importe quel bout, et finalement on était satisfait à chaque fois de découvrir telle ou telle histoire de l'Afrique, notamment l'histoire de ce rhinocéros d'or, avait-il une ou deux cornes, ce qui changeait toute la donne pour l'enquête. Enfin, c'est l'occasion une nouvelle fois, avec à la recherche du sauvage idéal, donc comme je le disais tout à l'heure, de décentrer notre regard, et avec à la recherche du sauvage idéal, vous présentez aujourd'hui, nous repartons en Afrique, et plus précisément en Afrique du Sud, et au cœur du livre, un peuple, le peuple des Koé-Koé, un peuple disparu. Alors, peut-être a-t-il des descendants, enfin, vous nous le direz. Et de fait, la première question que je vous pose, et je vais vous poser les questions pendant 45-50 minutes, puis on laissera la parole aux auditeurs. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez voulu travailler sur ce peuple? Et puis une question connexe, a-t-il laissé beaucoup de traces? Tout d'abord, merci beaucoup Eric pour cette invitation. Merci beaucoup à toutes et tous pour d'être venus assister à cette conversation. Pourquoi ai-je choisi ce peuple des Khoikhoi? Parce que ça fait... Non, on peut prononcer comme on veut en réalité, parce que plus personne n'est là pour dire comment ça se prononçait réellement. Khoikhoi ou Khoikhoi ou Khoikhoi, ça veut dire les hommes parmi les hommes par excellence. C'est le nom que se donnait ce peuple qui habitait au bout de l'Afrique, dans ce qui n'était pas encore l'Afrique du Sud, le bout de l'Afrique. Lorsque, à la fin du XVe siècle, les Portugais, donc les premiers navigateurs européens à entreprendre la circumnavigation de l'Afrique, les ont rencontrés. Un peuple habitait là, un peuple singulier, qui habitait là, on pourrait dire, depuis des centaines d'années, depuis des millénaires, en quelque sorte un peuple témoin de la très très grande diversité de l'homme, depuis que du berceau commun de l'homme moderne, il y a 60, 80, 100 000 ans, nos ancêtres, les Homo sapiens, se sont dispersés dans toutes les directions, sur tous les continents, et ont inventé au fur et à mesure de leur progression à travers le monde des formes très très diverses de culture, qui s'expriment par la différence des langues. Donc les Khoikhoi en particulier parlaient ce qu'on appelle des langues Khoisan, donc des langues qui possèdent des clics, donc des sons très particuliers qui se mixent avec d'autres consonnes pour donner des sons qui claquent à l'oreille, mais pour inventer aussi d'autres choses, des formes très singulières d'organisation politique, des pratiques alimentaires très, très, très singulières, des formes de systèmes de parenté, des croyances, des mythologies, etc. Bon. Et on pourrait dire qu'en quelque sorte, depuis des dizaines de milliers d'années, on avait atteint, là, au XVe siècle, au moment de cette rencontre, un maximum de diversité au sein de notre espèce.
Homo sapiens sapiens. Et là, fin du XVe siècle, le moment qu'on appelle, avec une espèce de fausse pudeur, les grandes découvertes, qui sont en fait que le début d'un processus de colonisation assez brutal du monde et de destruction de la diversité, a lieu une rencontre qui va s'avérer très vite fatale pour ce peuple, comme elle s'est avérée fatale pour beaucoup d'autres peuples sur Terre. Mais quelque chose est propre à ces Khoikhoi, c'est que la rencontre avec les Khoikhoi a été à la fois précoce et inévitable. Précoce parce que en ouvrant la route des Indes, il fallait passer par le bout de l'Afrique. Il fallait obligatoirement passer par le bout de l'Afrique. Et ça a l'air d'être très très loin, ça a l'air d'être un détour considérable, mais en réalité ce détour c'est un raccourci qui branche ensemble, c'est un court-circuit qui branche ensemble, qui raccorde deux régions très éloignées l'une de l'autre, mais qui avaient besoin économiquement l'une de l'autre, qui sont l'Europe occidentale et les Indes. Et la route passait par le bout de l'Afrique. Toutes les flottes du monde, à partir des premiers navires, à partir de Vasco de Gama, qui franchit le premier le cap de Bonne-Espérance, et puis ensuite tous les ans des flottes portugaises, et puis à partir du XVIe siècle d'autres nations, et à partir du XVIIe siècle toutes les nations européennes, en particulier les Hollandais, font cette route, pratiquent cette route dans un sens, dans l'autre, envoient des dizaines et des dizaines et des dizaines de navires, et font forcément halte à ce point, quelquefois unique, d'escale, qu'est le bout de l'Afrique chez les Khoikhoi. Donc les Khoikhoi, finalement, est-ce qu'ils prenaient c'était presque un péage, finalement, pour beaucoup de personnes. Quelle était leur fonction sociale, économique à ce moment-là? Est-ce qu'on peut dire que c'était un empire, une tribu? Comment vous qualifieriez les Khoikhoi? C'était un péage, mais c'était pas eux qui faisaient payer le péage. C'était les Européens qui faisaient payer le péage. Les Européens s'arrêtaient quelques jours, quelques semaines. Il fallait tout simplement soigner les marins et les soldats, il fallait remplir les barriques d'eau, il fallait réparer la mâture ou d'autres éléments en bois du bateau, il fallait recharger les tonneaux de viande salée, de viande saumurée. Pour ça, il fallait donc se procurer chez les populations du coin de la viande. Bon. Et il se trouve que les Khoikhoi avaient des vaches, ils avaient énormément de vaches. Bon. Ils avaient énormément de vaches parce que les vaches, c'était leur capital. C'était tout leur capital économique, c'était même plus que ça, c'était leur patrimoine. Bon, c'est-à-dire que ce que les Khoikhoi transmettaient, ce qu'un homme Khoikhoi transmettait à son fils aîné, c'était un capital en vaches. Et ces vaches jouait un rôle absolument essentiel dans la société, pas seulement de patrimoine transmis, mais aussi de règlement dans tous les règlements judiciaires, par exemple, toutes les compensations matrimoniales, les compensations avec les ancêtres, etc. etc. Bref, la vache jouait un rôle non seulement économique, mais bien plus large. On pourrait dire que cette société est entièrement centrée autour de la vache. Par conséquent, les germes du conflit, en quelque sorte, étaient là. C'est-à-dire que les Portugais d'abord, les Hollandais ensuite, avaient absolument besoin de viande et étaient assez peu regardants sur le rôle social de la vache chez les populations au sein desquelles ils s'arrêtaient. Et donc les Khoikhoi, au début, ont vendu des moutons, des chèvres, parce qu'ils avaient aussi ça. Et puis à force de vendre et de vendre et de vendre, certains parmi eux ont commencé à vendre leurs vaches, mais surtout, en fait, ils se les sont fait prendre très très vite. Et puis 1652, c'est la fondation d'un fort, d'un château. Un château en bois d'abord, un château en pierre ensuite, par les Hollandais. Par la Verenigde Oost-Indische Compagnie, qui est la compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui était la plus grosse multinationale du XVIIe siècle, qui avait des milliers de navires un peu partout sur Terre et qui a construit là un château au bout de l'Afrique pour assurer le ravitaillement de ces navires à l'aller comme au retour. Et puis après, donc, ils ont installé là-bas en quelque sorte des espèces de fonctionnaires qui étaient chargés d'assurer l'approvisionnement en continu, voilà, de la garnison pour ensuite pouvoir fournir beaucoup plus rapidement aux navires de passage. Et puis après quelques temps, ils se sont rendus compte qu'il était plus simple, non pas de confier ce travail-là à des employés, mais de confier ce travail-là à des colons libres. Bon. Donc on a fait venir des colons qu'on a dotés en terre, voilà, et à qui on a en quelque sorte donné le droit de faire ce qu'ils voulaient dans le pays. Et évidemment, les colons ne s'en sont pas privés. Ils sont rentrés dans l'intérieur, ils ont exercé une prédation continue sur les sociétés du coin, les sociétés Khoikhoi.
Ils les ont chassés, ils les ont expulsés, etc. Ils les ont parfois massacrés. Et très très vite, cette population, très très vite, en quelques décennies, cette population de Khoikhoi, qui était organisée en village, en campement. C'était pas des formations politiques très centralisées, c'était pas des grands royaumes, c'était des sociétés qu'on appelle segmentaires, donc organisées en petites communautés. Et ces communautés, dès qu'elles grossissent un petit peu, en fait, elles se segmentent, et puis un rameau se détache et va s'installer un petit peu plus loin sur de nouveaux pâturages. C'est organisé en chefferie, traditionnelle. Et très très rapidement, cette société Khoikhoi explose au contact de l'expansion coloniale. Alors justement, une question que je me pose finalement, comment travailler sur un peuple disparu? Puisque ce peuple, à part des ossements de vaches, n'a peut-être suis-je naïf en disant cela, et moqueur peut-être, mais n'a pas d'archives au sens européen du terme. Alors comment est-ce que vous avez travaillé sur ce peuple disparu? Uniquement grâce aux archives que vous avez retrouvées en Europe, de la Compagnie des Indes hollandaises, de manuscrits ou de livres que vous avez retrouvés à la BNF, d'archives quand même qu'ont laissé les descendants des Khoikhoi d'une façon ou d'une autre? Comment est-ce qu'on travaille sur un peuple disparu? Et après, on reviendra sur la façon que vous avez eue d'écrire cet ouvrage de façon très originale d'ailleurs. Alors c'est tout à fait vrai, les Khoikhoi ne possédaient pas d'écriture. Bon. Pour beaucoup de gens, c'est souvent un argument pour dire que les Khoikhoi n'étaient pas entrés dans l'histoire. Non, les Khoikhoi étaient parfaitement entrés dans l'histoire, ont toujours été dans l'histoire comme toutes les sociétés humaines. C'est ce que disaient les Grecs des barbares. Voilà, ils n'étaient pas rentrés dans la documentation écrite. C'est pas la même chose. Bon. Et de fait, nous n'avons pas de documentation écrite produite par les Khoikhoi. On en a d'autres ailleurs en Afrique. Hein, mais on n'en a pas de la part des Khoikhoi. Néanmoins, les Khoikhoi ont laissé toute une série de vestiges dans notre monde. Ils ont laissé des vestiges matériels, donc ça, des morceaux de céramique dans le sous-sol de la province du Cap, des choses très frustes et ténues, mais qu'on retrouve néanmoins. J'ai moi-même d'ailleurs retrouvé des campements Khoikhoi du XVIIe siècle qui avaient très longtemps échappé aux archéologues, parce qu'un campement de pasteurs de vaches, ça laisse très très peu de traces dans le paysage, très très peu de traces dans le paysage. Quelques tessons de céramique, de la bouse de vache qui parfois est accumulée sur des épaisseurs suffisantes pour qu'elle se consume toute seule par autocombustion, et donc par conséquent c'est une espèce de matière vitreuse dans les champs qu'on peut retrouver. Des outils en pierre taillée, je raconte aussi l'histoire d'une pipe hollandaise du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle qu'on a retrouvée, et qui est un vestige très très probable d'utilisation par des Khoikhoi et de consommation du tabac et de cannabis par les Khoikhoi. Donc des vestiges matériels, très bien. Mais c'est pas la seule chose. Ces vestiges matériels ne sont pas la seule chose que laisse un peuple en dépit du fait qu'il ait disparu. Les Khoikhoi ont laissé des vestiges linguistiques, des mots, des clics dans beaucoup de mots de langue d'Afrique australe, du sud de l'Afrique. Dès que vous entendez une langue du sud de l'Afrique qui possède un clic, et c'est le cas du Xhosa, c'est le cas du Zoulou, c'est le cas d'autres langues, voilà, on entend des clics dans ces langues-là. Ce sont des clics qui ont été hérités de langues parlées antérieurement en Afrique australe. Et puis il y a des mots, même dans la langue afrikaans, qui est la langue des Colourds et des Afrikaners d'Afrique du Sud, il y a aussi des mots Khoikhoi dans ces langues-là. Il y a même une structure de la langue afrikaans qui est directement, c'est un peu technique, mais ça s'appelle la double négation, et c'est une structure directement héritée également du Khoikhoi. Il y a des vestiges génétiques. Il y a eu des métissages anciens sur ce processus de colonisation dans l'intérieur. Les colons et puis leurs fils, etc., qui colonisaient l'intérieur du pays, souvent n'avaient pas d'épouse européenne. Ils se mariaient, ou ils prenaient des maîtresses parmi les africaines, et ils avaient des enfants, etc., qui eux-mêmes colonisaient dans l'intérieur. C'est le processus de création de toute cette population très très mélangée d'Afrique du Sud, qui ne préjuge d'ailleurs en rien du fait que, au moment de la ségrégation et de l'apartheid, des catégories raciales extrêmement rigoureuses ont été imposées à cette population-là. Mais néanmoins, il y a des vestiges génétiques. Bon. Et puis il y a des vestiges plus immatériels.
qui m'ont intéressé aussi. Immatériel dans les discours. Il y a des gens dans la société sud-africaine d'aujourd'hui qui revendiquent une ascendance Khoikhoi. Bon. Il y a des gens qui disent « nous sommes descendants des Khoikhoi ». On en parlera justement avec le retour de la Vénus autochtone. Absolument. Il y a des gens qui disent ça, c'est des éléments de discours, mais le discours ça existe, le discours c'est des traces, le discours c'est des vestiges. L'identité, personne ne niera que c'est important. Je veux dire, à l'heure où on voit une région d'Espagne au bord de se déclarer indépendante, personne ne va nier que l'identité ce soit important. Ça a des effets sociaux extrêmement importants. L'identité, pourtant, ça n'est rien d'autre que du langage, que des vestiges imaginaires. Et au sens où c'est dans l'imagination. Et c'est pas moins réel qu'autre chose. C'est moins matériel, mais c'est pas moins réel qu'autre chose. Et puis il y a d'autres vestiges aussi. Il y a évidemment ce que les voyageurs ont vu, ce que les voyageurs ont cru voir, ce que les voyageurs ont décrit. Et tout ça, on le trouve effectivement dans les livres publiés qu'on trouve à la BNF et ailleurs. Il y a aussi les archives, parce qu'il y a des archives. Il y a des archives de missionnaires chrétiens, protestants ou catholiques qui sont allés s'installer en Afrique du Sud, dans l'extrême nord de l'Afrique du Sud, et qui là ont rencontré des gens qu'ils définissent parfois comme indigènes, parfois comme métis, parfois comme blancs, etc. Et en regardant de très très près les archives, on voit des métissages s'opérer, on voit des choses se faire. Qui n'empêchent pas les gens de se classer après ou d'être classés de force dans telle ou telle catégorie, en dépit même des métissages qui se font et dans lesquels on voit... voilà. Et donc il y a des archives, et puis il y a aussi toujours dans ce registre immatériel, il y a des vestiges qui sont proprement de l'ordre de l'imaginaire. Bon. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi en commençant mon livre en ouvrant un autre livre du romancier sud-africain John Maxwell Coetzee à propos de En attendant les barbares. Voilà un roman, et voilà un roman qui est constellé en réalité de vestiges Khoikhoi. Alors justement, on parle du début du livre, on pourrait aussi commencer par la fin, votre livre. Hein, on peut commencer de plusieurs façons cet ouvrage, un peu comme dans le Rhinocéros d'or. Mais là, vous êtes allé un peu plus loin dans la démarche. Et vous écrivez dans le prologue que le livre, je vous cite, le livre racontera donc son histoire, l'histoire du peuple Khoikhoi, à rebours. Qu'est-ce à dire? C'est un livre avec plusieurs sujets. Est-ce que c'est une autre façon pour vous de faire de l'histoire, de l'écrire, de captiver le lecteur, avec une narration double, originale, qui a eu l'air, au départ, quand vous l'annoncez, d'en déstabiliser certains. Et finalement, une fois qu'on est dedans, eh bien, on apprécie tout à fait la démarche stimulante. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas très bien, comme historien, je ne sais pas toujours très bien où est le début ou la fin d'une histoire. Bon. La façon habituelle, disons, de raconter une histoire d'historienne ou d'historien, c'est de commencer par le début chronologique. C'est de commencer par dire, bon ben voilà, je vais vous dire qui étaient les Khoikhoi au 15e, 16e, 17e siècle, et puis ensuite je vais vous raconter ce qu'il advient des Khoikhoi. Donc ce qu'il advient des Khoikhoi, ben, c'est un peu comme j'ai commencé à le dire à ma première réponse tout à l'heure. Oui. Ben, ils rencontrent des étrangers qui viennent s'installer chez eux, qui d'abord sont plus ou moins sympas, leur achètent des vaches, etc. Puis après ça se passe mal, la colonie s'installe, et puis le peuple des Khoikhoi explose, le peuple disparaît en tant que peuple, mais des individus survivent, côtoient la colonie, s'instillent dans la colonie, finissent par s'installer là comme prolétaires, comme ouvriers de ferme, comme prostituées, et continuent à être décrits par les voyageurs comme si c'était encore un peuple, alors que ce ne sont que des lambeaux de peuple. Et puis ces gens fuient dans l'intérieur, et puis ces gens sont métissés, de force ou pas de force, et puis l'apartheid vient, et puis l'apartheid tombe, et puis des gens revendiquent une identité plus ancienne, des gens disent « nous avons appartenu à un peuple intègre, nous avons… » etc. Bon. Cette histoire-là, j'aurais pu la raconter dans ce sens-là. Bon. Et en même temps, je ne pouvais pas la raconter dans ce sens-là parce que c'est une histoire qui a des pleins et des creux. C'est une histoire dans laquelle il y a des choses qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme en archéologie. En archéologie, vous fouillez un carré, cette scène, mettons, vous descendez de quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, c'est d'abord du sol, c'est de l'humus, c'est du présent. Il y a des choses très actuelles, il y a des montres, il y a des bracelets, il y a des verres de lunettes. Bon, vous décapez tout ça, et puis vous tombez là sur une couche archéologique.
Vous la fouillez très proprement, vous photographiez, vous relevez, vous prélevez tout ça, vous mettez dans les sacs, vous mettez dessus ce que c'est, vous faites un catalogue, vous faites un inventaire, vous étudiez, vous envoyez ça aux spécialistes, vous datez. Et puis vous prélevez tout ça, et puis vous tombez en dessous sur une couche à nouveau qu'on appelle stérile. Il n'y a pas grand-chose pendant quelques dizaines de centimètres, mais en dessous, il y a une autre couche, qui sont les ancêtres ou pas des gens de la couche supérieure. En fait, vous traversez les couches accumulées comme ça avec des creux et des pleins. Bon. Ces creux et ces pleins sont intéressants, mais les creux sont intéressants aussi, parce que ces creux nous disent que pendant quelques dizaines d'années, ou quelques centaines d'années, ben là, il n'y a pas eu de traces. Mais les traces peuvent être là, sous les pieds de monsieur, peuvent être ailleurs, parce que le village s'est déplacé, parce que n'importe quoi. Bon. Donc c'est une documentation historique avec des pleins et des creux. Et puis les lectrices et les lecteurs auraient pu me dire, mais enfin, vous commencez par le point de commencement chronologique en nous disant qui sont les Khoïkhoïs. Mais en fait, monsieur Fauvel, mais comment vous le savez? Comment je le sais? Je le sais parce que j'ai traversé toutes les couches pour le savoir. Je le sais parce que comme un enquêteur qui finit par résoudre un crime qui a eu lieu il y a 6 mois ou il y a 50 ans, je le sais parce que j'ai collecté des vestiges, j'ai collecté des indices présents. J'ai interviewé des gens de maintenant. J'ai ramassé maintenant des petits indices, des cheveux ou des trucs voilà, dans la chambre où a eu lieu le meurtre. Je le sais parce que l'enquête a eu lieu de maintenant et qu'elle remonte avec un objectif qui est d'aller résoudre quelque chose, un événement qui s'est passé. Par conséquent, j'ai voulu que ma démarche épouse ça. Épouse le sens qui, à mon sens, est le bon sens. Voilà, c'est le sens de l'enquête. Donc, oui, d'une certaine façon, mon livre est écrit à l'envers, mais en réalité, non. Il est écrit dans le sens de l'enquête. Il se lit très très bien et on comprend très très bien. Et je me dis, voilà, en vous écoutant, finalement, on devrait tous se mettre à l'archéologie pour savoir écrire de cette façon-là. Parce que je me dis, finalement, c'est peut-être l'archéologue qui a cet œil-là et qui sédimente et qui regarde, effectivement. Alors, dans l'un des chapitres, vous évoquez la célèbre, je suis obligé d'y revenir, la célèbre Vénus Hottentote, vous pouvez peut-être juste rappeler après qui elle fut, d'origine Kouessane, et ses restes ont été rendus donc en 2002 à l'Afrique du Sud. Elle a été exhibée en Europe dans les années 1810 ou à partir des années 1810. Et finalement, que souhaitiez-vous montrer en revenant sur cet objet d'histoire? Ça, vraiment, on voit bien là ici l'objet d'histoire que représente toute l'histoire de la Vénus Hottentote et surtout le retour de la Vénus Hottentote. Et finalement, qu'est-ce que vous souhaitiez montrer en revenant sur cet objet d'histoire qui est amplement évoqué dans les histoires coloniales, par exemple, y compris dans l'histoire de la médecine coloniale, pourrait-on dire, dans ses plus noirs dessins. Et cette trajectoire individuelle, finalement, qu'est-ce qu'elle apporte à la connaissance des Khoïkhoïs? Et puis après, je vous poserai une question par rapport au regard européen, mais pour l'instant, déjà, la question est vaste. Alors, cette jeune femme qui a été désignée Vénus Hottentote s'appelait Sarah Bartman. Bon. Et elle a été désignée Vénus Hottentote par une espèce de sobriquet, de sobriquet potache. C'est une blague de scientifique de bas étage. Bon. Pourquoi? Parce que on connaissait à cette époque-là des Vénus, des statues grecques, qu'on appelait des Vénus callipiges. Pour ceux qui fréquentent un tout petit peu le grec, ça veut dire Vénus aux belles fesses. Bon. Et cette dame, Sarah Bartman, avait une caractéristique d'avoir des grosses fesses. Et on l'a donc, les savants, enfin il faut imaginer, les étudiants en médecine, enfin bon voilà, des potaches quoi, lui ont inventé un sobriquet qui était Vénus aux fesses grasses, Vénus stéatopige. Bon. Et elle a été qualifiée comme ça, Vénus Hottentote, parce que Hottentote a commencé à s'imposer comme nom de remplacement des Khoïkhoïs. Cette jeune femme, elle venait de la province du Cap, qui à ce moment-là, au moment où elle est née, était encore une colonie hollandaise. C'est devenu pendant sa petite enfance une colonie britannique. Bon, et puis de là, elle a été emmenée en Angleterre, exhibée en Angleterre. Elle y a passé quelques années, puis amenée à Paris, exhibée à Paris sur scène, et puis exhibée au Jardin des Plantes, devant un public de savants. Et puis elle est morte à Paris. Cuvier l'a disséquée, a prélevé ses organes génitaux, ses fesses, son cerveau, a fait des articles savants, on a prélevé son squelette, on a remonté son squelette, on a présenté pendant 1 siècle et demi son squelette dans les vitrines, et ainsi que son moulage, ainsi que les bocaux de formol au public parisien. Bon.
Et puis, en 2002, la France restitue, pas de son plein gré. Ça a été compliqué, hein. Restitue. Vous racontez toute l'histoire. On peut découvrir dans votre livre. Hein. Restitue les restes à l'Afrique du Sud. Cette histoire-là, j'aurais pu la raconter exactement comme là, c'est-à-dire une fois de plus dans le sens chronologique. Mais en la racontant dans le sens chronologique, on rate un truc. On rate un truc qui est cette question, mais pourquoi on a tant regardé Sarah Baartman. Pourquoi surtout on a tant regardé en dessous de la ceinture? Et ça, en faisant l'histoire à l'envers, c'est-à-dire qu'en faisant l'histoire à partir du moment de la restitution à l'Afrique du Sud, et puis en remontant dans le temps, et en s'apercevant que tout au long du 19e siècle, c'est en fait bien longtemps après sa mort, bien longtemps après sa dissection, tout au long du 19e siècle, on continue à s'intéresser à son corps, à ce qui reste de son corps, et donc en remontant un peu plus haut de son vivant, pourquoi le public regarde cette femme sous la ceinture. Bon. Et en fait, on comprend autre chose. Et on comprend que la raison pour laquelle on regarde le corps de cette femme en dessous de la ceinture, c'est parce que cette femme est devenue une pièce à conviction. Elle est devenue en fait une pièce à conviction. C'est pas juste un sujet qui s'est trouvé passer par là et qu'on a exhibé sur scène. Cette femme, elle a servi un discours savant. Et en fait, même elle a fait plus que ça. Elle a servi toute une série de discours savants et parfois des discours savants opposés les uns aux autres. En fait, cette femme, elle a servi à structurer un discours savant. Bon. Et qui est celui de l'anatomie comparée, qui est celui du grand débat du 19e siècle sur y a-t-il une seule espèce humaine, on disait race, ou y a-t-il plusieurs espèces humaines. Et le débat s'est focalisé en dessous de la ceinture. Pourquoi? Parce que certains disaient que dans les fesses de la Vénus hottentote, dans les fesses, il y avait un os supplémentaire. Et s'il y avait eu un os supplémentaire, ça aurait été un gros problème pour l'unité de l'espèce humaine. Bon. Donc certains croyaient qu'il y avait un os supplémentaire. Cuvier dément absolument au moment de la dissection qu'il y a eu un os supplémentaire et milite farouchement pour dire cette femme appartient définitivement à la même espèce humaine que nous. Attention, son cerveau prouve qu'elle est tout en bas de notre espèce. Mais elle appartient à la même espèce que nous. Et ce rapport de dissection-là, qui est l'un des actes fondateurs du monogénisme, l'une des pièces à conviction du monogénisme, la théorie d'une seule espèce humaine, sera contesté tout au long du 19e siècle. Il y a de fervents polygénistes, donc partisans de plusieurs espèces humaines, aux États-Unis, encore à la fin du 19e siècle, qui seront certains que le rapport de Cuvier était une fake news. Était faux, était truqué. Bon. Donc comme quoi, vous voyez que on croyait déjà qu'on croyait déjà à la théorie du complot. Voilà. Donc certains anatomistes, certains anthropologues physiques, on dirait aujourd'hui, étaient convaincus qu'il y avait eu une forgerie de la part de Cuvier. Mais si ça reste important aussi longtemps, cette question-là, c'est parce qu'on avait pris l'habitude de regarder Sarah Baartman comme la pièce à conviction dans le corps de qui se tenait caché, et puis plus caché à partir de sa mort, se tenait caché la preuve de quelque chose. Bon. Et c'est là encore qu'une fois de plus, la démarche consistant à remonter dans le temps apporte plus de choses que la narration dans le sens chronologique, c'est parce qu'à tout ça, il existe une couche encore antérieure, qui est cette habitude prise, déjà dans le courant du XVIIIe siècle, et encore déjà avant, de regarder ce qu'on appelait les Hottentots, les Khoikhoi, ceux qu'on appelait les Hottentots, de les regarder comme une pièce à conviction. On était certains, au XVIIIe siècle, les voyageurs naturalistes, mais aussi les philosophes des Lumières, étaient certains que les Hottentots allaient répondre à une série de questions. Et lesquelles, alors un peu différentes de celles de l'anatomie comparée du 19e, mais néanmoins ça touche encore à la question du polygénisme ou du monogénisme. Voltaire, le sauvage ignoble de Voltaire, le mauvais sauvage de Voltaire, c'est le Hottentot. C'est le Hottentot des récits de voyage, c'est le Hottentot de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Le Hottentot est le paroxysme du mauvais sauvage qui sert à Voltaire à prouver qu'il existe différentes espèces humaines. Et inversement, mais pas si inversement que ça non plus, vous allez voir, inversement chez Rousseau, le bon sauvage, le sauvage noble, il est ignoble chez Voltaire, il est noble chez Rousseau, le noble sauvage chez Rousseau, c'est le Hottentot.
pour quiconque lit ou relit le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau, le bon sauvage, c'est le Hottentot. Pourquoi ? Parce qu'il est le mauvais sauvage de Voltaire. C'est-à-dire que ce sauvage qui est le pire du sauvage et qui sert en quelque sorte d'exemple à Voltaire pour le rejeter en dehors de l'humanité, c'est très utile à Rousseau. Parce qu'il suffit de convertir le signe. Il suffit de dire « Ah, très bien, très bien. Il est vraiment le mauvais sauvage pour vous. C'est un exemple parfait pour moi. C'est un exemple parfait pour moi parce que ce sauvage, ce Hottentot est la preuve que même dans un état de déchéance avancé, même à l'extrême de l'humanité, l'homme, dans l'état de nature, est quand même assez sage pour refuser d'entrer dans la corruption de la civilisation. C'est ça qui plaît à Rousseau. Donc noble ou ignoble, bon ou mauvais, c'est toujours un sauvage idéalisé, en réalité, qui est utilisé dans tous les discours du XVIIIe siècle. Et on peut remonter comme ça encore dans le temps. Et j'en viens à une chose qui est ce nom de Hottentot qui sert toute la pensée occidentale de l'autre, qui sert d'exemple, qui sert de pièce à conviction dans toutes les conceptions philosophiques, anthropologiques, etc., de l'humanité, du début de la civilisation, de l'état de nature, de la diversité humaine, etc., etc., etc. Ce sauvage-là, il a en fait été inventé. Il a été inventé par absence. Les Khoïkhoïs avaient disparu comme peuple. Les Khoïkhoïs avaient explosé comme peuple au moment de la prime rencontre avec les Européens, très très rapidement. Et en l'absence de ce peuple, on a inventé un autre peuple qui a pris exactement sa place. Je prends toujours cet exemple d'une marionnette. On avait des Khoïkhoïs au bout de l'Afrique. Ces Khoïkhoïs ont disparu, ont explosé dans le choc de la rencontre. Et néanmoins, on a cru encore voir des Khoïkhoïs dans ces individus dépenaillés, prolétarisés, vivant au Cap, à qui on a cru bon de donner un sobriquet, celui de Hottentot, voilà, qu'on a fait parler comme une marionnette. Et le bon ou mauvais sauvage, le sauvage idéalisé, fait parler en fait une marionnette comme un ventriloque fait parler sa marionnette, et on lui fait dire toute une série de choses. On lui fait dire des choses sur notre rapport à la civilisation. On lui fait dire des choses sur la diversité de l'espèce humaine, ou sur l'unité de l'espèce humaine, ou sur la gradation des êtres vivants, etc., etc. Et c'est ce qui m'a intéressé de découvrir dans cette approche, dans cette narration inversée de l'histoire, qui une fois de plus est le bon sens, est le sens de l'enquête. C'est ça qui m'a intéressé de découvrir, c'est qu'en réalité, on a cessé de faire parler des voix, des marionnettes, des personnages fantoches, voilà, des fantômes, des Khoïkhoïs. Mais il y en a quand même qui essaient de les faire parler. Quand on reviendra sur ce regard de l'autre, sur également la remise en cause ou pas du concept d'identité ethnique. Vous dites d'ailleurs, vous plaidez la prudence dans votre ouvrage, on pourra en reparler. À propos des funérailles de la Vénus Hottentote en 2002, ça a été quand même très compliqué. Alors d'abord, la restitution par la France, et ensuite vous avez ces descendants, ou soi-disant descendants, on n'arrête pas de les faire parler, ces sauvages idéal, et est-ce qu'on leur rend service? Est-ce que leurs soi-disant descendants leur rendent service? Donc il y a une double question. D'abord, le retour qu'est-ce que ça signifie finalement? Quel regard on porte? Est-ce qu'on a un doute? Est-ce que simplement la France qui considère que c'est une propriété de la France, comme l'obélisque à la place de la Concorde? Et puis, secondo, une fois qu'elle arrive là-bas, il y a toute une histoire enchevêtrée autour de qui va en gros se retrouver autour des restes, quelle mémoire nationale? On est après l'apartheid et pourtant c'est encore très saignant, cette fracturation des mémoires. Oui, on est en Afrique du Sud après la fin de l'apartheid, dans un moment évidemment extrêmement intéressant de notre histoire contemporaine, un moment d'invention de la démocratie, un moment de redistribution complète des droits civiques, un moment de réappropriation des outils de l'économie sud-africaine, etc. etc. Bon. Mais aussi, une autre chose intéressante, qui est un moment de réélaboration des mémoires. Bon. L'apartheid avait créé des tiroirs raciaux dans lesquels les gens avaient été mis. Bon. Et les gens avaient été mis de force dans ces tiroirs raciaux. Vous apparteniez à telle race ou telle race. Bon.
Et, ou telle race, ou telle race, ou telle race. Il y en avait plusieurs. Bon. Et c'était des carcans, parce qu'en réalité, ces races-là n'étaient pas que des tiroirs, n'étaient pas qu'une taxinomie. Ça conditionnait toute la vie quotidienne des Sud-Africains. Jusqu'au cimetière où chacun a son carré. Jusqu'au cimetière, bon. Et, mais je dis des Sud-Africains, mais attention, les Sud-Africains pendant l'apartheid, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, les Sud-Africains. Personne ne pouvait dire pendant l'apartheid, nous, Sud-Africains. On disait nous, les Afrikaners, ou on disait nous, les Zoulous, ou on disait nous, les Coloreds, ou on disait nous, les Indiens, ou on disait nous, ceci ou cela. Mais nous, Sud-Africains, ça n'existait pas. Ça, c'est quelque chose qui se fabrique. Cette fabrique d'un nouveau nous collectif, c'est quelque chose qui se fabrique pendant les années de transition, 90, 94, grâce en particulier au discours politique de Mandela, qui comprend très très bien qu'il y a là un enjeu de la démocratie, qui est d'unir les gens et pas de cliver les gens. Et par conséquent, ce qu'on entend à ce moment-là, c'est réémerger, dans ces années 90-2000, réémerger des voix. Des voix qui disent autre chose que nous sommes blancs, nous sommes coloreds, nous sommes bantous, nous sommes zoulous, etc. Des gens qui disent autre chose. Pourquoi ? Parce que le carcan saute, parce que les identités assignées, les identités obligatoires sautent, et les gens commencent à retrouver une liberté de repenser leur identité, de revisiter leur généalogie, souvent métissée, et de se réapproprier des personnages ou des lignées de leur histoire. Et oui, on entend à ce moment-là des gens dire « nous descendons des Khoikhoi, nous sommes les héritiers de Sarah Baartman, ou Sarah Baartman nous appartient, etc., etc. » Donc oui, en effet, il y a à ce moment-là des voix divergentes, il y a à ce moment-là une espèce de compétition, quel groupe a plus le droit qu'un autre, etc. Bon. Mais je voulais surtout, à ce moment-là, moi, résister à une ironie. Parce que c'est assez facile pour le sociologue, l'historien, l'anthropologue qui observe la résurgence d'identité, qui est un phénomène classique. Bon, c'est assez facile d'ironiser sur ça. C'est assez facile de dire, en quelque sorte, mais comment peut-on être Khoikhoi lorsqu'on a cessé de l'être ? Comment peut-on être... non, je ne vais pas dire catalan. Comment peut-on être persan ? Bon. Comment peut-on être, je ne sais pas moi, breton lorsqu'on ne parle pas le breton ? Enfin, comment peut-on être quelque chose qu'on a cessé d'être ? Quel sens cela a-t-il aujourd'hui de revendiquer une identité de mots, d'imaginaire, lorsque, on pourrait dire, les caractères culturels qui définissaient cette identité-là plusieurs siècles avant ont disparu. Lorsqu'en d'autres termes, vous ne parlez pas la langue, lorsque vous ne connaissez pas les rituels, vous n'avez plus la même organisation sociale, etc. Bon. Quel sens cela a-t-il ? Donc il y a toujours cette tentation. Dans quelques livres que ce soit, il faut dire qu'on parle des Amérindiens, qu'on parle des Tahitiens, qu'on parle des Inuits, qu'on parle, etc. On a toujours cette tentation, à un moment donné, d'ironiser en disant « oui, enfin ça va, n'en rajoutez pas trop non plus sur l'identité. Bon. » Je voulais résister à cette ironie-là, et pour ce faire, il fallait encore une fois remonter à l'envers. Parce qu'en effet, ces identités, elles disent, qui réémergent là dans les années 2000, elles disent une privation. Elles disent une authentique privation de quelque chose. Et effectivement, si ces gens ne parlent pas la langue, si ces gens non plus, c'est parce qu'ils en ont été privés. Voilà. Et de quel droit viendrions-nous leur interdire qui suis-je pour leur interdire de se réapproprier une mémoire qui effectivement appartient à leur généalogie. Et d'autres Sud-Africains l'ont fait à ce moment-là. Je veux dire, moi, on a vu dans la presse, j'en ai rencontré, etc., on a vu des Afrikaners qui s'étaient drapés pendant des siècles dans leur certitude de descendre d'un colon bien identifié, portant un nom, soit huguenot, soit hollandais, voilà. Et puis, à partir des années 90, les mêmes rappelaient que leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, celle qui précisément avait été la maîtresse ou la femme du dit colon, voilà, était une femme Khoikhoi. Voilà. Mais qui sommes-nous pour leur interdire de le faire ? Ils ont raison. Ils ont raison d'une certaine façon de le faire. Ah, donc, effectivement, oui, nous avons raison de choisir parmi nos ancêtres ceux qui nous sont utiles. À quoi ça sert d'autre, un ancêtre ? Eh oui, alors justement, ce sauvage idéal
permet justement, vous venez de le montrer de façon magistrale, de remettre en cause le concept d'identité ethnique avec prudence, bien évidemment. Hein. C'est vraiment à prendre avec beaucoup de prudence. Et vous montrez bien dans le livre en quoi et pourquoi. Et alors, cet ouvrage aussi est parsemé, entre guillemets, de quelques clichés. On va un petit peu abandonner le texte, si vous permettez, parce que j'ai trouvé que les photos étaient très choisies. En tout cas, la légende le laissait penser. Photos très choisies. J'en pourrais en prendre une, page 75 par exemple. Et on a l'impression qu'elles ne sont jamais là par hasard. Elles ne sont pas très nombreuses. Je veux dire par là, est-ce que vous les utilisez comme un élément de la démonstration ou simplement comme illustration? Parce que j'ai senti qu'on pouvait passer à côté. Et justement, quelquefois, je me suis dit, mais elles ne sont pas là par hasard. Est-ce qu'elles sont là à certains endroits? Elles sont très très bien, les légendes sont très bien ciselées. Je me suis dit, ça fait partie de la démonstration. Alors, ça fait effectivement partie du dispositif narratif du livre. J'aime pas beaucoup les images qui ne sont que des illustrations. Pourquoi? Parce que l'image qui n'est là que pour prouver ce qui vient de dire dans le texte, finalement, on pourrait parfaitement s'en passer. Enfin, je veux dire, l'essentiel des preuves sont dans les notes de bas de page et on n'a pas forcément toujours besoin de l'image. Et justement, je voulais précisément éviter de me servir des images comme pièce à conviction. Voilà. Et je ne voulais pas, à mon tour, montrer une photo du squelette de Sarah Baartman. Pourquoi? Parce que dans cet usage de pièces à conviction, quel que soit l'usage qu'on en fait, qu'il s'agisse de démontrer quelque chose au XIXe siècle ou qu'il s'agisse aujourd'hui de démontrer à quel point l'Occident a été ignoble dans sa mise en scène de l'autre, dans tous les cas, il y a une complaisance. Dans tous les cas, il y a une complaisance. Sans que pour autant que vous fassiez du jugement de valeur, d'ailleurs, hein, simplement. Absolument. Voilà. Et cette complaisance est un piège, est un cul-de-sac, est un cul-de-sac qui empêche de réfléchir. Et je voulais tout à fait autre chose. Donc je cherchais des images qui expliquaient, qui montraient d'autres choses. Du reste, les images ne sont pas placées n'importe où, elles sont toujours placées en tête de chaque chapitre. En fait, ce sont des frontispices. C'est très 18e siècle, voilà, mais chaque chapitre commence par un frontispice. Bon. Et ce frontispice, il est fait pour être un petit peu mystérieux. On peut s'y arrêter ou pas. Néanmoins, le chapitre, il fait à un moment donné, allusion. On peut revenir à ces images-là qui disent quelque chose de plus épais. Bon. Et je voulais des images épaisses. Voilà, et pas seulement des images en deux dimensions. Voilà, je voulais des images épaisses. Et par exemple, l'image de la tombe de Sarah Baartman. On voit des galets, donc. Voilà, on voit des galets sur lesquels il y a des photos. Bon. On pourrait s'arrêter là. En réalité, là, on ne peut pas. C'est-à-dire que cette image a une épaisseur. Et pour comprendre cette épaisseur, il faut lire le chapitre. En fait, le chapitre fournit l'épaisseur de l'image. On va bientôt laisser la parole au public, leur laisser poser quelques petites questions. Alors, également, ce que j'ai bien aimé, donc on va passer quelques chapitres, mais il y a un chapitre 4, qui s'appelle La rechute. Vous parlez justement, alors pourquoi ce titre? Et vous partez en fait d'une réflexion sur les exhibitions, les reconstitutions de vie quotidienne dans les musées, et vous semblez montrer que les Kouessane ont été instrumentalisés pour nourrir le regard de l'Européen. Car à travers cette histoire du peuple africain, on a surtout quand même, on a aussi l'histoire du regard de l'Européen sur l'autre. Et justement, ce titre m'a interpellé. La rechute, est-ce bien cela? Est-ce que finalement, vous nous dites, attention, on n'est pas encore à l'abri de ces pièges, de ces trappes qui vont nous faire regarder le Kouessane peut-être dans quelques années encore, ou encore aujourd'hui, de façon un peu ségrégationniste, voire xénophobe. Oui, alors ce terme de rechute, il est délibérément ambivalent. Il a délibérément plusieurs sens. Il a d'abord un sens très simple et assez basique. On sait tous ce que c'est que la chute. C'est-à-dire que le récit biblique de la chute dans le péché, on sait ce que ça nous a fait comme mal. Bon. Et ce que la philosophie du XVIIIe siècle fait aux Khoï-Khoï, c'est de dire que les Khoï-Khoï ont eu le choix. C'est pas tout d'avoir été comme tous les hommes, d'avoir chu au début, dans le récit de la Genèse, c'est qu'en outre, eux, nous disent tous les philosophes du XVIIIe, ils ont eu le choix. Ils se sont vus offrir la civilisation, et quelle forme de civilisation? La colonie néerlandaise. Bon. Et néanmoins, en dépit de ce choix, plusieurs fois offert, etc., les Khoï-Khoï n'ont cessé de dire non. Bon. Et cette image qui fournit le frontispice
du discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau, voilà, où on voit un individu qui est en fait un coï-coï, voilà, qui rejette un paquet, un ballot de choses qui en fait contient la civilisation qui s'est vue offrir des vêtements européens, des parures, etc. etc. Bon. Et dans l'espèce de discours ou de prosopopée qu'il tient comme ça, il dit très bien, j'ai vu, j'ai appris vos langues, le portugais, le hollandais, je me suis habillé comme vous, etc. etc. Et veuillez accepter que je vous rende tout ceci et que je reparte chez mes semblables. Et ce récit-là, est ce qui finalement passe le moins bien auprès de l'honnête homme du XVIIIe siècle et auprès des philosophes du XVIIIe. Ça passe pas. Ça passe pas. C'est-à-dire qu'on puisse s'être vu offrir la civilisation et la refuser en pleine conscience, hein, ça passe pas. Et ça, on ne le pardonne pas au coï-coï. C'est ça la rechute. C'est d'avoir choisi à nouveau de choir. Bon. Et puis évidemment, il y a ça aussi, il y a ce deuxième point que vous souligniez, qui est le fait que qu'essaye de faire mon livre? Il essaye de reprovoquer une rencontre avec les coï-coï. La première rencontre, elle a été fatale. La première rencontre, elle a été mortelle pour les coï-coï. Et par conséquent, on ne peut pas aller chez les coï-coï comme un ethnologue ou comme un touriste même. On ne peut pas aller chez les coï-coï. Bon. Donc on peut y retourner avec des outils d'historien qui s'approprient en même temps les outils de l'archéologue, du linguiste comparé, etc., etc. On peut remonter au plus près des coï-coï et on peut réorganiser en quelque sorte une rencontre à distance avec les coï-coï. Évidemment, c'est jamais la même chose qu'une vraie rencontre, mais en même temps, est-ce qu'une vraie rencontre, ça peut vraiment avoir lieu sans être prévenu contre les effets de cette rencontre. Bon. Et donc je ne suis pas naïf, je ne crois pas organiser avec ce livre une espèce de voyage pur à travers le temps pour nous mettre en contact avec les coï-coï. Je crois en revanche à une vérité d'historien capable de nous ramener dans une époque, dans une société, au plus près qu'il soit possible, mais en nous prévenant, et tout le livre sert à ça, tout le livre sert à nous prévenir du risque encouru durant la rencontre. Ça sert à nous prévenir du mal que ça fait. La rencontre, la colonisation, effectivement, on est au cœur de cette histoire-là. En tout cas, c'est un très beau sujet que vous traitez de façon pluridirectionnelle. C'est un sujet carrefour hein, qui nous interroge, qui, moi, m'a beaucoup titillé, m'a obligé à me poser des questions très actuelles. Sujet carrefour, hein, où effectivement vous avez recours à la linguistique, à l'archéologie évidemment, à l'histoire, à l'ethnologie, à l'anthropologie. Je trouve ça très riche. Ça chagrine parfois les historiens, qu'un historien travaille avec l'anthropologue, travaille avec l'ethnologue. Mais c'est bien la richesse de toutes les histoires, que ce soit l'histoire politique, l'histoire sociale. On est obligé d'aller voir aussi d'autres scientifiques. Et c'est bien aussi l'une des richesses. C'est pour ça que Eureka aujourd'hui est aussi invité. Oui, et puis comme je disais aussi dans l'interview du Monde qui est paru il y a quelques jours, c'est pas comme si j'avais le choix. Il y a 10 jours, voilà. Je faisais allusion, effectivement, c'est pas comme si j'avais le choix. C'est-à-dire comme si je devais me contenter de sources écrites, enfin archivistiques. J'étais étonné par la question d'ailleurs, mais bon. Voilà. Voilà, si je devais m'en contenter, j'irais pas très loin. Voilà, donc voilà, l'historien de l'Afrique que je suis, mais parmi beaucoup d'autres collègues qui travaillent sur d'autres régions d'Afrique, d'autres périodes, etc., c'est ce que nous savons de l'histoire. Voilà, c'est qu'il faut travailler avec toutes les archives, voilà, et pas seulement les archives écrites et les imprimées, avec d'autres vestiges. Bon. Et effectivement, ces autres vestiges-là exigent de vous si ce n'est des compétences, en tout cas un intérêt, voilà, pour des registres documentaires tout à fait autres, voilà, qui peuvent être d'abord le simple talent de lectrice ou de lecteur, puisque en fait c'est le seul talent que je requiers dans le premier chapitre, c'est de lire avec moi un livre de Coetzee, puis après en remontant dans le temps, chaque chapitre est arrimé à sa propre documentation, qui peut être très très différente au gré des chapitres. Mais si c'est une invitation, en effet, à progressivement se familiariser avec des archives qui peuvent être des registres de baptême ou de mariage, avec de la littérature du XVIIIe siècle, avec des trouvailles dans le sous-sol que je raconte, avec de la linguistique, etc., tant mieux.
Alors, d'abord, on peut vous applaudir pour remercier déjà cette science, cette humilité qui vous caractérise, fruit de la rigueur. Le travail est époustouflant derrière cette véritable leçon d'histoire et histoire d'archéologie. Merci beaucoup, en tout cas, François-Xavier. Alors, est-ce qu'il y a une question? Voilà, je n'ai même pas terminé. Allez-y, je vous en prie. On va vous faire passer un micro. Merci, mademoiselle ou madame. Super. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez travaillé sur les sources portugaises et hollandaises? Et est-ce qu'il y a un discours particulier de la part de... Enfin, est-ce que c'est un sujet qui intéresse les historiens portugais et hollandais? Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas, d'un point de vue officiel, une quelconque reconnaissance ou un discours quelconque sur cette relation particulière au moment de la colonisation? Alors, oui, bien sûr, j'ai travaillé sur les sources portugaises et hollandaises. Principalement, alors sources portugaises, elles sont toutes éditées. Les sources hollandaises, évidemment, il y a les archives de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales qui sont accessibles au Cap ou à Batavia en Indonésie et qui sont là des dizaines de mètres linéaires de magnifiques archives, etc. Chose intéressante d'ailleurs. Dans ces épais registres qui consignent toute la documentation du fort du Cap de Bonne-Espérance, on rencontre des khoï-khoïs partout. Voilà, à partir de 1652, toutes les pages, il y a des khoï-khoïs, etc. Puis 1713, il n'y en a plus. Voilà. En fait, il y a eu une grande épidémie de variole qui tue l'essentiel des khoï-khoïs cette année-là. Voilà. Donc là, il y a pratiquement plus de khoï-khoïs à partir de cette date-là. Donc oui, j'ai travaillé sur ces archives-là et sur bien d'autres archives qui sont mentionnées dans le livre, qui sont évoquées dans le livre. Après, non, il y a assez peu de réflexions d'historiens ou d'historiennes sur ces questions-là, de la rencontre, des effets de la rencontre et de l'histoire du regard sur l'autre dans l'historiographie portugaise et néerlandaise. Néanmoins, c'est pas un terrain désert. Enfin, je veux dire, il y a une littérature anglophone, etc., etc. Voilà. Une autre intervention, question, échange. Monsieur, je vous en prie. Bonjour. Je voulais savoir si il n'y a pas un certain paradoxe à trouver chez les Européens. D'un côté, des gens qui trouvent une très grande différenciation entre eux et les autres peuples colonisés du point de vue de la génétique ou du point de vue philosophique, et d'autre côté, d'autres gens européens qui se croisent et se métissent allègrement avec ces populations. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que c'est une très bonne question en effet, et de ce point de vue-là, le cas de l'Afrique du Sud est absolument exemplaire. Parce que on pourrait croire que l'Afrique du Sud a été une juxtaposition de populations qui ne se sont jamais mélangées. Et parce que c'est ce que nous dit l'apartheid. L'apartheid nous dit, voilà, gardons les gens séparés, c'est ce que veut dire apartheid, gardons les gens séparés pour éviter le métissage. Mais attention, c'est ce qu'il nous dit. Et c'est pas parce qu'il nous le dit que c'est vrai. Enfin, d'où faudrait-il le croire? Bon. Et en réalité, l'Afrique du Sud, c'est très intéressant, a été un Finistère. Exactement comme la France a été un Finistère au bout de l'Eurasie occidentale, l'Afrique du Sud a été un Finistère où toute une série de populations sont arrivées et se sont arrêtées, faute de pouvoir aller ailleurs. Bon. Et ce Finistère, ce sac qu'est le bout de l'Afrique, a engendré le même genre de phénomène de métissage profond, etc., d'acculturation, pas seulement de métissage génétique, d'acculturation culturelle profonde. Et l'apartheid est une idéologie qui vient se juxtaposer à ça, qui vient essayer d'enrayer ça, qui vient essayer d'arrêter l'inévitabilité du métissage, de l'acculturation, de la rencontre, etc. Parfois, on le sait, et j'en parle d'ailleurs dans le livre, parfois ça veut dire essayer contre toute raison, non pas d'empêcher le métissage, mais de démétisser les gens. De démétisser les gens. Bon. Parce que dans le grand ouest de l'Afrique du Sud, cette colonie du Cap qui avait plusieurs siècles d'existence et où des métissages, des mélanges, des acculturations, des emprunts culturels, etc., avaient eu lieu depuis des siècles, bon. Personne ne contrôlait la pureté de la langue.
les gens se sont mis à inventer une nouvelle langue, hein, un créole qu'on appelle l'afrikaans, qui grammaticalement est une langue indo-européenne, mais qui dans son vocabulaire, qui dans beaucoup de ses structures, est une langue qui est empreinte aux langues d'Afrique, à des langues d'Indonésie, etc. etc. Bon. Du point de vue génétique, je ne vous en parle même pas. Donc, tout le monde est mélangé dans cette grande moitié ouest de l'Afrique du Sud. Et lorsque le régime d'apartheid, le régime ségrégationniste d'abord, dans les années 20 et 30, et le régime d'apartheid ensuite, à partir de 48, a voulu mettre en œuvre sur le terrain, comme disent les élites politiques, comme disent les énarques, bon, sur le terrain, l'apartheid. Comment ils ont fait? Ils ont envoyé des énarques sur le terrain, et les énarques ont dû constater très très vite que c'était très difficile de classer les gens. Très très difficile. Parce qu'en fait, parmi des frères et des sœurs, certains étaient plus foncés que d'autres. Parmi les mêmes frères et sœurs, certains étaient plus foncés que d'autres. Et puis, dans une même famille, composée ou recomposée, il y avait des gens de différentes origines, etc. etc. Je prends cet exemple-là dans le livre. À un moment donné, il fallait quand même bien créer des catégories, puis mettre dedans des gens. Allez, vous serez blanc. Allez, boum, vous serez métis, colored. Et comment on fait pour savoir? L'un des agents que je mentionne, il dit très simplement, il dit voilà, moi j'y arrive pas. Sur la couleur, j'y arrive pas. Sur la texture du cheveu, j'y arrive pas à ça. Donc en fait, c'est très simple. Je pose la question, je parle aux gens. Et s'ils s'adressent à moi en disant monsieur, ça veut dire qu'ils sont blancs. S'ils s'adressent à moi en disant basse, patron, ça veut dire qu'ils sont métis. Merci pour cette réponse. Une dernière intervention, une dernière question. Monsieur et monsieur, allez, deux. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez éventuellement de l'extermination des Hottentots au début du XXe siècle, en Namibie essentiellement. Alors, en Namibie, il y a eu, dans cette colonie qui s'appelait le Sud-Ouest africain, qui s'appelle la Namibie maintenant, il y a eu un génocide. Un génocide des Herero, donc une société de langue bantoue, mais dont des victimes, plus que collatérales, d'autres victimes ont été les Namakwa. Voilà, bon. Et les Namakwa de Namibie. Bon. Et donc voilà, donc j'en pense rien, c'est un génocide. Qui a pratiquement éliminé les Herero, qui n'a pas éliminé les Namakwa, qui vivent encore en Namibie, qui sont cependant, qui ne sont pas tout à fait, qui ne sont pas très proches des Khoikhoi dont je parle. Voilà, c'est une société reliée, mais assez lointainement apparentée, qui ne parle pas la même langue. Voilà. Et que les Khoikhoi du Cap. C'est pas la même histoire. Voilà, c'est pas la même histoire. Monsieur, pour finir, merci François-Xavier. Oui, est-ce que l'historien que vous êtes pourrait s'intéresse à l'histoire contemporaine de l'Afrique du Sud? Et est-ce que on peut commencer à expliquer ce qui a permis ce que j'appelle moi le miracle Mandela? Parce que quelques années avant la fin de l'apartheid, on était quasiment persuadé que l'Afrique du Sud allait se livrer à une guerre civile épouvantable. Et ce miracle Mandela est-il aujourd'hui menacé, peut-être? Alors, merci pour cette question qui va me permettre effectivement de finir cet entretien sur ce message-là. C'est comme, en effet, vous avez raison de rappeler que le miracle sud-africain, personne n'y croyait. On ne pouvait pas y croire. Bon. Et tout le monde prophétisait l'expulsion des Blancs, la guerre civile, l'embrasement de tout le pays. Etc. Et néanmoins, de cette situation totalement fragmentée, de cette Afrique du Sud qui n'existait pas, qui était un sud de l'Afrique où des communautés étaient tout simplement juxtaposées, est sorti quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est de bon ton souvent de dire oui, mais enfin bon, le miracle sud-africain, on le surévalue beaucoup, regardez la corruption, regardez ceci, regardez la criminalité. Ouais. J'ai envie de dire, mais attendez, mais regardons-nous, regardons ailleurs. Pourquoi ce malin plaisir à aller, à vouloir pervertir ce qui est
ce qui est effectivement un miracle. Alors, enlevons ce terme religieux de miracle. Néanmoins, il s'est passé quelque chose. Et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, je disais tout à l'heure, peut-être avec un raccourci qu'il faut que j'explique, je disais tout à l'heure l'invention de la démocratie. Parce que, réfléchissons-y une minute. La démocratie, on dit parfois, elle est athénienne. Bon. On dit elle est américaine. On dit c'est la Révolution française. Elle est bon. Mais la démocratie utile pour notre époque, c'est-à-dire que la démocratie qui dit que son objectif, c'est de créer un nous, qui à partir d'une diversité de gens incapables de penser nous, ou capables seulement de penser des nous particuliers, des nous communautaires, des nous raciaux, des nous ethniques, capables de penser autre chose, qui s'inscrit non pas dans un enracinement, mais dans un projet, dans une volonté. Cette démocratie-là, capable de dire ça, capable de créer un nous, elle est sud-africaine. La démocratie utile pour notre époque, elle est sud-africaine. François-Xavier Fauvel, on vous remercie infiniment pour cet entretien et cette belle leçon d'histoire à la recherche du sauvage idéal qu'on peut retrouver sur le stand du Seuil. On peut retrouver François-Xavier Fauvel entre 12h15 et 13h15 sur le stand numéro 31 du Seuil. Et puis on vous applaudit pour vous remercier encore une fois. Merci beaucoup et bon séjour à Blois. Merci Eric. Merci à vous tous.